Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Matin OVNI dans le monde, qui est l'actualité des dernières observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Au sommaire de cette édition, nous aborderons les informations importantes d'ODH TV. Ensuite, Yves Herbeau vous parlera des phénomènes de la vallée d'Esdalen. S'en suivra la question de l'édition qui a été posée à Jean-François Primeau, reporter ODH TV du Québec et enquêteur de terrain, sur le phénomène des boules lumineuses. Dans la rubrique Culture OVNI de cette édition, Rémi Fauchereau conseillera les néophytes en ufologie sur quel livre lire en premier. Ensuite, nous aborderons l'actualité des observations d'OVNI dans le monde de janvier à février 2018, pour ensuite aborder le dossier de cette édition, qui est une suite de la rubrique Réflexion OVNI de la précédente édition de Matin OVNI dans le monde, c'est-à-dire l'édition de décembre 2017. Ainsi, Éric Zurcher vous parlera des bornes d'entrée et des bornes de sortie du phénomène OVNI, avec des cas d'observation d'OVNI recensés par Rémi Fauchereau et Gérard Deforge. La première information de cette édition concerne le fonctionnement d'ODH TV. Les émissions Matin OVNI dans le monde, qui étaient diffusées jusqu'à présent tous les 2 mois, seront dès ce mois-ci et jusqu'à l'avenir diffusées tous les 3 mois. Ainsi, les émissions seront un petit peu plus importantes en termes de longueur et d'information, selon l'actualité des différentes observations d'OVNI dans le monde et des congrès ufologiques. Vous autres, auditeurs, nous envoyez de nombreux commentaires. Je laisse Rémi Fauchereau répondre. Alors Rémi, souvent je reçois ce genre de commentaires YouTube que je vais te faire part là maintenant. Je reçois souvent ce commentaire qui dit « Les JT n'apportent aucune preuve ». Que souhaites-tu dire à cela? Ça apporte quand même de l'information. Ça apporte quand même de l'information, c'est... Si on apporte une information, c'est qu'au départ, il y a eu quelque chose. Ça me paraît être une affirmation un peu aléatoire. Nous remercions tous les auditeurs et auditrices ou ODH Note de suivre ODH TV. Car c'est grâce à vous que depuis 12 ans, ODH TV vous informe et continuera de vous informer aussi longtemps que vous le voudrez. Retrouvons dès à présent Yves Herbeau du site Science Fait Histoire qui va aborder le phénomène de la vallée d'Esdalen. Beaucoup de scientifiques vont là-bas en Norvège pour étudier ce phénomène de lumière que beaucoup ont vu. Finalement, même des scientifiques et beaucoup d'appareils scientifiques les ont captés. Certains ont dit, certains de ces scientifiques, parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, il y a 2 équipes. Il ne faut pas oublier ça. Parce que dans la presse, dans les médias, on vous parle d'une équipe, mais on ne vous parle pas de l'autre. Enfin, très peu de l'autre. Et pourtant, les deux, ils sont depuis le début ensemble. Ils parlent que d'une équipe, en fait. Bien souvent, ils parlent de l'équipe tranquille, qui dit que c'est probablement un phénomène naturel lié à la tectonique, à la géologie locale. Toi, tu t'y connais parce qu'en plus, tu étais un petit peu géologue, mais j'ai bien compris. Tu t'intéresses à ça, en tout moins. Donc, apparemment, certains scientifiques disent que ça. Parce que c'est lié à des phénomènes magnétiques liés à la géologie locale. Mais d'autres scientifiques qui y sont depuis aussi longtemps qu'eux, ils disent pas du tout la même chose. Ils disent que c'est un truc intelligent. Ils disent pas la preuve. Ah ouais. Désolé. Si tu regardes sur leur site, ils disent que nous, eux, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils étudient, leurs analyses, disent que, non, c'est intelligent. Il y a un comportement intelligent. Alors, certains disent que c'est peut-être animal. C'est peut-être du point de vue naturel, mais c'est peut-être des animaux. Alors, des animaux lumineux, pourquoi pas? Où serait, c'est ce que je pourrais te poser aussi la question. Où se réfugie l'intelligence? La question de l'édition a été posée à Jean-François Primeau, reporter ODH TV du Québec et enquêteur de terrain. Alors Jean-François, t'es-tu déjà intéressé et que penses-tu du phénomène des boules lumineuses? C'est sûr et certain que le phénomène en tant que tel n'a pas été analysé. C'est sûr que quand on voit des boules de lumière qui descendent
qui descendent d'en haut d'un building ou qui travaillent en cercle, qui a une certaine cadence, une certaine synchronicité entre ces boules-là. Et il est dur de s'expliquer sur la nature de ces phénomènes-là. Beaucoup de gens vont dire « Ah, c'est de l'électricité en boule », c'est une hypothèse intéressante. Mais quand on prend en considération que l'OVNI, si on parle du concept que les gens qui visitent les OVNI, qui se font enlever, nous disent qu'eux voyaient une source lumineuse et ils ont été attirés vers cette boule-là et à l'intérieur, c'était immense. Donc, ça nous ramène beaucoup à reconsidérer la nature profonde de l'OVNI en tant que tel. Souvent, c'est parlé, c'est décrit par les témoins qu'ils rentrent dans un environnement qui est, de leur point de vue, la boule est tout petite, mais quand ils sont aspirés, ou peut-être 1 mètre, là, ou peut-être plus, mais quand ils rentrent dans cette lumière-là, avec ces êtres-là, le phénomène est beaucoup plus gros de l'intérieur. Donc, on voit que, d'après les témoins, il y a une déformation du temps et de l'espace. Donc, cette notion-là, il faudrait peut-être la revoir aussi parce que nous, humains, on est considérés, on pense avec notre tête d'humain, on se fie à ce qu'on voit. Donc, je crois que il faudrait avoir une ouverture d'esprit par rapport à la nature de ce phénomène-là qui, d'après moi, là, tombe dans la physique quantique là, en termes d'énergie. Je remercie Jean-François Primo, donc reporter de DHTV du Québec, pour avoir répondu à cette question. Je tiens à souligner que courant mai ou juin 2018, il y aura un dossier d'ODHTV consacré à ce phénomène de boule, qu'elle soit mystérieuse, lumineuse, c'est-à-dire nous traiterons de légendes, de phénomènes dits insolites voire paranormaux, et également d'ufologie, avec l'intervention de nombreux ufologues. Là, tu t'adresses à des néophytes, à des gens qui commencent en ufologie. Quel livre tu leur conseilles de lire en premier ? Justement, il y a eu beaucoup de livres ufologiques qui sont sortis actuellement. Mais pour bien comprendre les thèses qui sont développées dans les livres actuels, il faut souvent retourner aux livres anciens. Il ne faut pas hésiter à reprendre des livres anciens du temps des années 70 ou même essayer, ce qui n'est pas facile à trouver, des livres des années 54 où il y avait la grande vague, etc. Et puis avancer petit à petit, peut-être en trouvant sur les vides-greniers, en retrouvant l'actualité OVNI de ce jour pour voir l'évolution, etc. Ce sera comme ça une formation complète à partir de tous ces livres-là. Passons dès à présent à l'actualité des dernières observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Passons donc dès à présent à l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans le monde en janvier et février 2018. Au Canada, le 10 janvier, dans le New Brunswick, à Auckland, observation d'un disque volant de couleur vert pendant 5 minutes. Le 18 janvier, dans l'Ontario, à Fort-Erie, formation de boules de lumière. Le 20 janvier, dans l'Ontario, à Toronto, observation d'une sphère lumineuse pendant 5 minutes. Le 21 janvier, dans l'Alberta, à Calgary, observation d'OVNI. Le 24 janvier, dans l'Ontario, à Kiswick, observation d'une boule de feu de couleur verte. Le 12 février, dans le New Brunswick, à Fredericton, observation d'une sphère de couleur or-orange pendant 20 minutes. Et le 26 février, dans l'Ontario, à Ottawa, observation d'un OVNI en forme de diamant. Au Mexique, le 25 janvier, à Chilpancingo, observation d'une sphère lumineuse. En Angleterre, le 3 janvier, à Spalding, observation d'un triangle volant de couleur rouge. Le 6 janvier, à Lancaster, observation d'OVNI. Le 20 janvier, à Barrow-in-Furness, observation d'un triangle volant pendant 20 minutes composé de 3 lueurs vertes à chaque angle. Et le 9 février, à Newport, observation d'un flash de couleur orange-bleu dans le ciel. En Pologne, le 30 janvier, observation d'un triangle volant de couleur noire. En Bulgarie, le 10 janvier, à Stara Zagora, observation de lueurs étranges dans le ciel. En Grèce, le 7 janvier, à Crète, observation de lueurs de couleur
bleu et rouge. En Chine, le 31 janvier à Hong Kong, observation d'un ovni de forme ovale pendant 3 secondes. En Corée du Sud, le 25 février, à Pyeongchang, observation d'un disque volant. Et en Australie, le 7 janvier, à Canberra, observation d'un triangle volant de forme isocèle pendant 20 secondes. Dans cette nouvelle édition de Réflexion OVNI, Éric Zurcher, co-créateur du CRON, Centre de recherche ufologique niçois, essayiste, auteur du livre Les apparitions d'humanoïdes, mais également de Rencontres rapprochées du troisième type en Italie, et l'un des contributeurs de l'ouvrage OVNI et Conscience, va vous parler des différentes bornes d'entrée par la lumière, le son, le positionnement, et également de l'élusivité du phénomène OVNI, accompagné des interventions de Rémi Fauchereau, ufologue et président de l'Association d'études des phénomènes aériens, et Gérard Deforge, ufologue. Les plus fréquentes, c'est la lumière. Ensuite, tu passes au son. Il y a énormément de choses, notamment en Italie, où le paysan, par exemple, est attiré en dehors de chez lui par un bruit dont il sait qu'il y a quelque chose d'anormal. Il dit qu'est-ce que c'est ce bruit? Alors c'est pas toujours un son strident, ou c'est par exemple comme il disait, mais comme de l'eau qui coule dans un tuyau. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui m'arrive là? Alors le mec il sort voir, tu vois, et bam, il tombe il a été attiré par le bruit. Le cas du bois des Pranes. Rappelle-toi comment ça commence. Tu as ces 2 cris inhumains à 30 secondes d'intervalle. Il est attiré dehors, sinon il ne serait jamais sorti. Voilà. Donc c'est le deuxième. Et après, tu as la situation de positionnement. Alors il arrive que le phénomène lie des fois le 2 ou 3. Presque toutes les observations rapprochées sont comme ça. C'est-à-dire que, alors c'est soit la lumière, soit c'est le son, si le témoin souvent est chez lui. Donc il a moins accès à la lumière si tout est fermé. Alors, j'ai un témoignage qui m'a beaucoup intéressé, et seulement il s'est déroulé le 5 novembre 90, le fameux 5 novembre 90, au-dessus de Brinon, sur Armançon. À l'entrée, il y a deux gigantesques boules sphériques. Je crois que c'est des silos, mais je ne sais plus à quoi. Je pense que c'est des silos de blé pour traiter la farine ou des trucs comme ça. Enfin, c'est une usine de retraitement quelconque. Et là, il y a un objet, il y a un témoin, et il y a un objet, le témoin a vu un objet en forme arrondie, immense, avec des couleurs, et cet objet passe au-dessus de l'usine avec un bruit d'avion de chasse. Avec un bruit d'avion de chasse. Et c'est pour ça qu'il est sorti et qu'il a regardé ce que c'était. Et en sortant et en regardant, c'est là qu'il a vu que l'objet. Et ça faisait un bruit d'avion de chasse. Alors, des fois, tu te retournes, le truc est là. C'est ce qu'on appelle une situation de positionnement. Par exemple, où tu roules à 2 en voiture et puis tu prends le virage et l'objet est planté en plein milieu de la route, il te barre la route, ou sur le côté. Ça, c'est une situation de positionnement. Mais c'est toujours ça, toujours. Je te dis, c'est pas compliqué. Quand tu as compris le fonctionnement, c'est toujours la même chose. Voilà. Le témoin de Gorbio, il est attiré par quoi? Par des sons. Il entend parler une langue qu'il identifie comme de l'allemand, mais qu'il ne comprend pas. C'est comme ça que ça commence. Et il tombe sur la scène qui est positionnée, le film peut démarrer. Voilà. Ça, c'est le début, c'est ce qu'on appelle l'ostentation. C'est la borne d'entrée. Voilà. La borne d'entrée, c'est toujours ça. Après, tu as la borne de sortie, c'est l'élusivité qui n'est jamais pris en défaut. Et tu as ce qui se passe au milieu. Et c'est là-dessus qu'il faut porter notre analyse. Qu'est-ce qui se passe entre les 2 bornes? Alors Rémi, je te trouve à présent au village de Dolo. Et entre Dolo et Saint-Valérien, sur la départementale 65, il y a eu une observation assez particulière. Une colonne de lumière a été observée. Peux-tu nous en parler? Alors c'était assez étrange parce qu'au départ, donc c'est un automobiliste qui était sur la route et il a entendu comme un son de cloche. Et puis il s'est arrêté, il a regardé, il a vu devant lui une colonne de lumière comme la largeur de 2 maisons accolées l'une contre l'autre, et à la base des petites boules de lumière qui se promenaient, qui se baladaient à la hauteur de peut-être d'une voiture à peu près.
Et puis après, il a plus rien entendu, plus rien vu, tout a disparu. Tu sais, Vallée, il y a 30 ans, proposait déjà, il disait la clé d'accès pour comprendre ce phénomène, c'est de comprendre l'accès qu'il a sur notre conscience. Quelles sont les modifications qu'il porte ou qu'il induit dans notre conscience. C'est la clé d'accès principale. On en revient, tu vois, à cette histoire de la conscience. Lui, il ne parlait pas de faire des statistiques ou de voir les traces au sol. Hein. Il dit, il faut regarder le résultat sur la conscience humaine, c'est la clé d'entrée de compréhension de ce phénomène. Ce qui peut nous entraîner très loin, effectivement. Et d'où l'intérêt, ça devient tellement complexe, parce que là, tu rentres aussi dans un champ qui est celui de la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes, du signifiant, du signifié. Il faudrait normalement travailler effectivement en équipe là-dessus. Le phénomène, dans un groupe de personnes, peut cibler quelqu'un, alors que les autres ne se rendent compte de rien, pour une raison ou pour une autre. S'ils regardent, ils ne voient rien, parce que la chose a disparu, mais je veux dire, parfois un groupe voit des choses, mais parfois aussi une personne qui est dans un groupe est ciblée par le phénomène. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été neutralisé, ça c'est clair, que je ne devais pas voir cette scène. Les motivations de ce phénomène, de cette intelligence, s'il y en a une, peuvent être à 10 000 lieues au-dessus de nous et on n'a aucun moyen de... Voilà, parce que toute cette activité a l'air complètement absurde. Pourquoi tu fais voir aux témoins une certaine scène, en plus produite avec un substrat qui est issu de sa propre culture, mais avec une dimension quand même étrange et spatiale et extraterrestre. Donc ça c'est à noter. C'est pas n'importe quoi quand même. C'est toujours cette dimension étrange, spatiale, extraterrestre. Cette dimension. Donc est-ce que c'est une intelligence qui essaie de communiquer avec nous comme elle le peut, alors que la communication est impossible, vu le... D'ailleurs, c'est le fin fond de l'élusivité, hein, cette histoire, pour moi. Hein. Parce que, tu ne vas pas me dire, une intelligence qui est capable de faire ce qu'elle fait pourrait parfaitement se manifester d'une façon plus visible, si elle le voulait. Donc, quelque part, je veux bien que l'élusivité soit le produit d'une hyperphysique, tout ce que tu veux, mais c'est aussi le produit d'une volonté. Et donc, il y a un objectif derrière, il y a quelque chose. Et l'objectif me paraît assez simple, hein, il est tout bête. Hein. C'est que tout simplement ça nous protège d'une catastrophe épistémologique. Si le phénomène OVNI était à 99,9% d'élusivité seulement, on serait dans la faille d'une catastrophe épistémologique. Regarde ce qui s'est passé au début du XVIe siècle quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud. Ouais. Imagine deux espèces différentes avec 1 million ou 100 000 ans d'années de différence, d'évolution, mais tu peux même pas imaginer ce que ça pourrait produire. Mais c'est notre je ne parle pas de contact physique, hein. C'est notre disparition instantanée. Et l'élusivité nous protège de ça. Enfin, pour moi, je le vois comme ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. On n'est pas dans la science-fiction, là, hein. On est dans des réalités qui malheureusement sont beaucoup plus prégnantes. Hein. Un choc épistémologique... c'est fini, quoi. Tu t'en remets pas. Je crois qu'il y a 20% de la population qui ne sait pas que la Terre tourne autour du Soleil. Et Galilée et Copernic, c'était il y a presque 500 ans. Copernic, c'est il y a presque 500 ans. Galilée, c'est plus récent. Imagine, et c'était du pipi de chat, finalement. Les Grecs avaient déjà pensé, Aristarque de Samos, ils pensent au 3e siècle avant Jésus-Christ qu'on est dans un système héliocentrique, c'est pas une nouveauté. Imagine un vrai choc épistémologique, mais on ne peut pas l'imaginer. Au cours de prochaines éditions de Matin OVNI dans le monde, nous reviendrons sur ces cas d'élusivité, les différentes bornes d'entrée et bornes de sortie avec l'intervention d'autres ufologues. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à faire cette édition de Matin OVNI dans le monde, notamment les reporters d'ODH TV,
et également tous les ufologues partenaires de la chaîne. Si vous avez des questions pour les ufologues qui interviennent dans les émissions d'ODHTV, envoyez-les nous à l'adresse suivante equipeodhtv@hotmail.com, mail affiché en dessous de cette vidéo. Voilà, c'est la fin de Matin OVNI dans le monde, enregistré sur la plage de Nice, dans le département des Alpes-Maritimes, à côté de la baie des Anges. Célèbre lieu dans un cas historique, l'affaire Nice 1608, mais également Nice 1404 que nous verrons prochainement. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique muni d'une bonnette à réseau de diffraction, la station météo, et à très bientôt sur les chemins ufologiques en France sur ODHTV. Au revoir.